Un drone change de trajectoire à la dernière seconde, un MQ-9 Reaper, un Hellfire R9X, une cible présidentielle. Pourtant l'impact retombe sur un camion civil et 3 innocents meurent. Et si cela annonçait quelque chose pour vous aussi, autour d'Ibrahim Traoré, alors la question n'est plus accident, mais signal. Ce qui s'est joué au-dessus du Burkina Faso dépasse un épisode militaire isolé. L'objectif ici est clair, comprendre pourquoi cet événement implique bien plus qu'un homme et ce qu'il révèle d'un rapport de force plus large. En moins de 15 minutes de récit, le lecteur doit saisir ce qui est réellement en jeu, la souveraineté, la crédibilité internationale et la capacité d'un État africain à contrôler son propre ciel. L'enjeu n'est pas symbolique, il est concret et immédiat. Il concerne la sécurité des dirigeants, la protection des civils et la manière dont les règles non écrites de la puissance s'appliquent ou non sur le continent africain. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme une figure isolée, mais comme un point de convergence où se croisent de pressions militaires, messages diplomatiques implicites et réactions populaires. Ce récit promet donc 3 choses. D'abord, une lecture ordonnée des faits connus, sans spéculation gratuite. Ensuite, une analyse des conséquences mesurables pour le Burkina Faso et ses partenaires régionaux. Enfin, une mise en perspective, ce que cet épisode annonce pour d'autres pays confrontés aux mêmes lignes de fracture. La suite commence là où les versions officielles se fissurent. Les premières analyses ont établi un point clé. Le drone évoluait à environ 12 000 pieds, une altitude typique de surveillance, mais son comportement indiquait une mission offensive. Les données radar montrent aussi une trajectoire cohérente avec un ciblage précis, incompatible avec un simple vol d'observation. Ce détail change tout, car il replace immédiatement l'événement dans un cadre stratégique plus large. Le 20 octobre 2023, au-dessus du Burkina Faso, ce qui devait rester invisible est devenu traçable. Ibrahim Traoré n'était pas dans une zone de combat déclarée et le pays n'était engagé dans aucune guerre ouverte contre une puissance étrangère. Pourtant, un appareil conçu pour des frappes ciblées opérait dans son espace aérien. Pour comprendre la portée de cet instant, il faut revenir au contexte régional. Le Burkina Faso traverse depuis plusieurs années une instabilité sécuritaire profonde, marquée par des attaques armées, des transitions politiques successives et une pression internationale constante. Dans ce climat, la question du contrôle du territoire, terrestre comme aérien, est centrale. Or ça, l'espace aérien africain est historiquement dominé par des acteurs extérieurs, souvent sans contrôle régional effectif. L'émergence d'Ibrahim Traoré comme chef de l'État s'inscrit précisément dans cette rupture. Son discours met l'accent sur la souveraineté, la transparence et la réduction des dépendances sécuritaires. Cette orientation explique pourquoi l'incident du drone n'est pas perçu localement comme un simple accident. Il intervient à un moment où les équilibres sont déjà fragiles et où chaque geste militaire peut être interprété comme un message politique. La mini-révélation tient donc moins à la technologie qu'à sa signification. Un missile qui n'explose pas, mais qui tue malgré tout. Une frappe qui manque sa cible principale mais atteint des civils. Et un silence international initial qui contraste avec la gravité de l'acte. Autour d'Ibrahim Traoré, ces éléments s'assemblent pour former une même interrogation. Qui décide réellement de ce qui est permis dans le ciel africain et selon quelles règles ? Cette question, laissée ouverte, prépare le terrain pour les conséquences immédiates observées sur le terrain et dans l'opinion. Au lendemain de l'attaque, une figure s'impose comme point de repère pour comprendre la suite des événements, le chef de l'État lui-même, non pas par un geste spectaculaire mais par une décision de méthode. Ibrahim Traoré choisit d'apparaître publiquement, sans escalade verbale, et d'ancrer son discours dans les faits disponibles. Cette posture tranche avec les attentes habituelles après un incident de cette gravité. Sur le terrain, les effets sont rapides. À Ouagadougou, la stupeur initiale laisse place à une forme de cohésion. Les témoignages évoquent moins la peur immédiate que la colère contenue, dirigée non contre un ennemi désigné, mais contre l'opacité qui entoure l'événement. Ce déplacement émotionnel est décisif. Il transforme un choc sécuritaire en débat politique sur la maîtrise de l'information et la protection des civils. Dans les cercles militaires et administratifs, l'impact est tout aussi concret.
Les procédures de déplacement présidentiel sont réévaluées, les systèmes de détection aérienne deviennent un sujet public, et la question de l'autonomie technologique sort des rapports confidentiels. L'incident agit comme un révélateur. Ce qui était considéré comme un risque théorique devient une vulnérabilité démontrée. Un cas précis illustre ce basculement. Le camion civil touché par la frappe n'était lié à aucune opération militaire. Son trajet ordinaire, documenté après coup, renforce l'idée que la marge d'erreur d'une frappe dite chirurgicale reste lourde de conséquences humaines. Ce point nourrit un sentiment d'injustice partagé bien au-delà des cercles politiques. Ainsi, dès les premières heures, l'événement cesse d'être un simple fait divers sécuritaire. Il devient un signal intérieur. La souveraineté ne se discute plus seulement en discours, elle se mesure à la capacité de prévenir ce type de choc. Tout commence par une routine apparemment maîtrisée. Le déplacement présidentiel suit un schéma connu, ajusté aux contraintes sécuritaires du moment. Puis, sans avertissement public, un appareil non identifié pénètre l'espace aérien. Le déclenchement est silencieux, presque administratif. À ce stade, rien ne distingue encore cette séquence de nombreuses opérations aériennes observées dans la région. Le point de bascule intervient lorsque les données convergent. La trajectoire du drone, sa vitesse, son maintien d'altitude indiquent une intention précise. Les systèmes de surveillance détectent une anomalie suffisamment tôt pour permettre une modification du parcours du convoi. Ce changement, effectué dans un laps de temps très court, sauve la vie d'Ibrahim Traoré. Mais il ne stoppe pas la frappe. Le missile poursuit sa course et atteint un véhicule civil, transformant une tentative ciblée en tragédie humaine. Ce moment constitue le point culminant. 3 civils meurent sur le coup. La violence ne touche pas la cible annoncée, mais elle produit néanmoins l'effet recherché par toute opération de ce type. Créer un choc. Le choc est double. Il est humain, par la perte de vies innocentes. Il est politique, car il expose une capacité de frappe là où elle n'était pas officiellement reconnue. Les répliques commencent presque immédiatement. Dans un premier temps, elles sont internes. Les autorités burkinabées collectent les débris, sécurisent la zone et compilent les données radar. Le choix est fait de ne pas qualifier l'événement publiquement dans l'instant. Cette retenue contraste avec la gravité des faits, mais elle prépare la suite. La gestion du temps devient un outil stratégique. Ensuite viennent les répliques narratives. Des versions alternatives circulent, évoquant une erreur technique ou un dysfonctionnement isolé. Ces explications, reprises par certains acteurs extérieurs, entrent rapidement en tension avec les éléments matériels recueillis. Les fragments du missile, les signatures radar et les schémas de vol dessinent une autre histoire, plus cohérente, mais aussi plus dérangeante. Ibrahim Traoré intervient alors à un moment calculé. Il ne dramatise pas l'attaque, mais il en expose la mécanique. En rendant public certaines preuves, il transforme une séquence militaire en affaire politique internationale. Ce geste déplace le centre de gravité. La question n'est plus seulement qui a tiré, mais pourquoi cela a été possible. Les répliques s'étendent au-delà des frontières. Dans plusieurs pays africains, l'incident est commenté comme un précédent. Les débats portent moins sur la technologie employée que sur le message implicite envoyé aux dirigeants qui revendiquent une autonomie stratégique. Le Burkina Faso devient, pour un temps, un miroir dans lequel d'autres États observent leur propre vulnérabilité. À la fin de cette chaîne d'événements, une certitude s'impose. L'attaque manquée n'a pas rétabli un ordre, elle l'a fragilisé. Elle a révélé que la dissuasion ne passe plus uniquement par les mots ou les sanctions, mais par des démonstrations ponctuelles de force. Et elle a placé Ibrahim Traoré au cœur d'une dynamique qui dépasse largement son pays. Le cœur du débat repose désormais sur des éléments mesurables. Les autorités burkinabées s'appuient sur des données techniques pour étayer leur lecture des faits, non pour dramatiser, mais pour établir une chronologie vérifiable. La première donnée clé concerne l'altitude de vol du drone, enregistrée autour de 12 000 pieds. Et l'idée est simple, cette altitude correspond à une surveillance active, pas à une simple reconnaissance passive. Ce point sert de ligne de base. À cette hauteur, un appareil dispose d'une capacité d'observation large tout en restant hors de portée de nombreux systèmes solaires classiques. Or, ce niveau de vol, combiné à la vitesse observée, indique une posture opérationnelle préparée. L'écart entre un vol de routine et un vol armé se lit précisément dans ces paramètres, rarement isolés, mais ici
cohérents entre eux. La seconde donnée concerne la fenêtre temporelle. Les analyses d'anomalies font état d'un intervalle de quelques secondes entre la détection de l'anomalie et la modification de la trajectoire du convoi présidentiel. Et l'idée est simple. Ce laps de temps réduit montre une décision humaine rapide, pas un automatisme. Ce détail est crucial. Il suggère que la survie d'Ibrahim Traoré tient à une chaîne de réaction coordonnée, et non à une simple chance. En creux, il souligne aussi la précision du ciblage initial. Une frappe qui laisse si peu de marge d'erreur n'est pas conçue pour l'intimidation générale, mais pour un objectif précis, identifié à l'avance. La troisième mesure porte sur la nature même de la munition. Le missile utilisé, de type R9X, est conçu pour limiter les dégâts collatéraux par absence d'explosion conventionnelle. Et l'idée est simple. Ce choix technique indique une intention de neutralisation ciblée, pas une frappe dissuasive large. Pris ensemble, ces trois éléments dessinent un écart net entre le discours d'un incident technique et la réalité opérationnelle. La base est claire, une plateforme armée à une altitude contrôlée dans un temps d'exécution extrêmement court. Le delta apparaît lorsqu'on compare ces données à la version d'un simple dysfonctionnement. L'écart n'est pas marginal, il est structurel. Autour d'Ibrahim Traoré, ces chiffres deviennent des arguments politiques. Ils permettent de déplacer la discussion du registre émotionnel vers celui de la responsabilité. En rendant ces données publiques, le pouvoir burkinabé ne cherche pas à prouver une culpabilité juridique immédiate, mais à établir une incohérence factuelle. Cette stratégie est mesurée. Elle vise moins la confrontation directe que l'exposition progressive des contradictions. Sur le plan régional, ces preuves chiffrées ont un effet d'entraînement. D'autres États du Sahel reconnaissent dans ces paramètres des schémas déjà observés ailleurs, sans toujours avoir pu les documenter. La quantification agit alors comme un langage commun, compréhensible au-delà des alliances politiques. Au final, la force de ces chiffres ne réside pas dans leur ampleur, mais dans leur alignement. Chacun, pris isolément, pourrait être discuté. Ensemble, ils forment une trame cohérente qui fragilise la thèse de l'accident. Et ils ouvrent une question plus large. Si ces écarts sont visibles ici, combien d'autres restent invisibles ailleurs, faute de données partagées ? Pour comprendre la portée réelle de l'incident, il faut d'abord considérer l'argumentaire opposé dans sa version la plus solide. Le premier argument avancé par les acteurs occidentaux repose sur la lutte contre le terrorisme. Dans une région marquée par des groupes armés actifs, l'usage de drones est présenté comme un outil de surveillance et de neutralisation préventive. Selon cette logique, la présence d'un MQ-9 Reaper ne serait ni exceptionnelle ni dirigée contre un État en particulier, mais inscrite dans une mission de sécurité régionale plus large. Le second argument invoque la possibilité d'une erreur technique. Les systèmes autonomes, même sophistiqués, peuvent connaître des défaillances, une mauvaise identification de cible, un défaut de transmission ou une interprétation erronée des données pourrait expliquer une frappe non intentionnelle. Cette thèse s'appuie sur un précédent bien connu. Dans plusieurs zones de conflit, des incidents similaires ont été reconnus comme des erreurs opérationnelles sans intention politique directe. Ces deux arguments méritent d'être examinés sérieusement car ils correspondent à des pratiques documentées. Toutefois, leur force s'affaiblit lorsqu'ils sont confrontés aux éléments factuels disponibles. Une mission antiterroriste suppose une zone de combat identifiée et une cible armée confirmée. Or, au moment des faits, aucun engagement militaire n'impliquait le convoi présidentiel burkinabé, ni même la zone traversée. L'argument de la surveillance générale peine alors à expliquer la précision du dispositif observé. Quant à l'erreur technique, elle se heurte à la cohérence des données. Une défaillance isolée pourrait expliquer un écart de trajectoire, mais difficilement l'ensemble de la chaîne. Altitude contrôlée, munitions spécialisées et fenêtres temporelles extrêmement réduites. L'alignement de ces paramètres réduit la probabilité d'un accident fortuit, sans pour autant désigner formellement un responsable. C'est dans cet espace d'ambiguïté que se situe la réponse du Burkina Faso. Plutôt que de rejeter en bloc les arguments adverses, les autorités les laissent exister tout en les confrontant aux faits mesurables. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette approche. Ne pas nier la complexité des opérations modernes, mais souligner que certaines coïncidences
deviennent, à force de s'accumuler, des signaux. Ainsi, le débat ne se ferme pas sur une certitude absolue. Il se déplace vers une exigence minimale, celle de la cohérence entre discours, pratiques et conséquences humaines. C'est précisément ce déplacement qui prépare le point médian du récit. Ce constat marque un tournant dans la lecture de l'événement. Jusqu'ici, chaque élément pouvait encore être isolé, discuté, relativisé. À ce stade, l'assemblage devient plus parlant que les pièces elles-mêmes. La révélation centrale n'est pas l'existence d'un drone, ni même l'échec de la frappe, mais le fait que plusieurs niveaux de décision semblent avoir été activés en amont. Autour d'Ibrahim Traoré, cette prise de conscience modifie la perspective. L'incident n'est plus seulement interprété comme une tentative d'élimination individuelle, mais comme une démonstration de capacité. Montrer que l'on peut atteindre une cible présidentielle même sans la toucher revient à rappeler une hiérarchie implicite du pouvoir. Le message, s'il existe, ne s'adresse pas uniquement au Burkina Faso, mais à tout dirigeant qui s'écarte des cadres sécuritaires dominants. Ce changement de lecture explique la réaction mesurée observée ensuite. Plutôt que de dénoncer immédiatement un coupable, les autorités burkinabées insistent sur les faits, les séquences et les incohérences. Cette retenue n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Elle transforme une attaque ponctuelle en question structurelle sur les règles d'engagement, la souveraineté aérienne et la responsabilité des acteurs armés. À ce point médian du récit, une ligne est franchie. Le débat quitte le terrain du soupçon pour entrer dans celui des conséquences concrètes. Si l'action était préparée, alors ses effets ne peuvent être ignorés. Et c'est précisément ce qui va se manifester dans la phase suivante, lorsque l'impact se diffuse bien au-delà du cercle politique initial. Les effets de l'incident ne restent pas confinés au cercle du pouvoir. Ils se déploient progressivement, touchant des groupes très différents, chacun à sa manière. Pour l'État burkinabé d'abord, la conséquence immédiate est institutionnelle. Les autorités doivent gérer simultanément une crise de sécurité, une exposition internationale et une attente de réponse interne. Les procédures de protection des dirigeants sont réévaluées, mais surtout, la question de la maîtrise de l'espace aérien devient un sujet politique assumé et non plus un dossier technique réservé aux spécialistes. Pour les forces armées et l'appareil sécuritaire, l'impact est opérationnel. L'incident révèle à la fois une vulnérabilité et une capacité de réaction. La survie d'Ibrahim Traoré tient à une chaîne de décision rapide, ce qui renforce la légitimité des équipes en place. En parallèle, il met en évidence les limites des moyens disponibles face à des technologies avancées. Cette double lecture pousse à accélérer des choix déjà envisagés, diversification des partenariats, investissement dans la détection et coopération régionale renforcée. Du côté des acteurs économiques, la réaction est plus prudente, mais tout aussi révélatrice. L'instabilité perçue augmente temporairement le risque pays. Certains projets sont ralentis, d'autres renégociés. Toutefois, l'absence d'effondrement économique immédiat nuance ce tableau. La communication maîtrisée des autorités, centrée sur les faits plutôt que sur l'escalade, limite la panique et maintient un minimum de confiance. Là encore, l'image d'Ibrahim Traoré joue un rôle stabilisateur, en donnant le sentiment d'un pilotage ferme de la situation. Pour la population, enfin l'effet est à la fois émotionnel et politique. La mort de 3 civils transforme l'événement en drame partagé. Les discussions ne portent pas uniquement sur la survie du président, mais sur la protection des vies ordinaires. Cette focalisation crée un lien direct entre souveraineté abstraite et sécurité quotidienne. Dans les rues, comme sur les réseaux sociaux, le discours évolue. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer une ingérence, mais d'exiger des garanties concrètes. À l'échelle régionale, ces conséquences s'additionnent. D'autres pays du Sahel observent attentivement la séquence. Le cas burkinabé sert de référence implicite. Il montre qu'un État peut être exposé sans être officiellement en guerre et que la réaction choisie influence largement l'onde de choc. Cette lecture régionale amplifie la portée de l'événement bien au-delà de ses frontières. Au terme de cette phase, une chose est claire. L'incident n'a pas seulement produit un choc ponctuel. Il a redistribué les priorités, redéfini certains débats et créé un précédent. Autour d'Ibrahim Traoré, les conséquences deviennent un langage commun, compris par des publics très différents, chacun y lisant ses propres enjeux. À partir de cet épisode,
Plusieurs trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Le premier scénario, le plus probable à court terme, est celui d'une stabilisation sous tension. Le Burkina Faso maintient sa ligne actuelle, renforce progressivement ses dispositifs de sécurité et poursuit une communication mesurée. Dans cette hypothèse, l'incident reste présent dans les mémoires, mais il ne déclenche pas de rupture majeure. Ibrahim Traoré consolide sa position interne, tout en évitant une confrontation directe avec les acteurs extérieurs. Les relations internationales demeurent prudentes, parfois froides, mais fonctionnelles. Le second scénario est plus optimiste du point de vue burkinabé. Il repose sur un effet d'entraînement régional. L'exposition publique des faits encourage une coopération accrue entre pays du Sahel, notamment sur les questions de surveillance aérienne et de partage d'informations. Des initiatives communes émergent, réduisant progressivement certaines dépendances. Dans ce cadre, l'épisode devient un catalyseur. Il renforce la crédibilité d'Ibrahim Traoré auprès de partenaires africains et ouvre la voie à des alliances plus équilibrées, sans rupture brutale avec l'ordre international existant. Le troisième scénario, plus sombre, ne peut être écarté. La pression extérieure pourrait s'intensifier sous des formes indirectes. Sanctions ciblées, isolement diplomatique ou déstabilisation interne sont des leviers déjà observés ailleurs. Dans cette configuration, le Burkina Faso ferait face à un environnement plus hostile où chaque choix serait scruté et potentiellement instrumentalisé. La marge de manœuvre d'Ibrahim Traoré se réduirait, l'obligeant à arbitrer en permanence entre affirmation de souveraineté et gestion des coûts économiques et sociaux. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister ou se succéder. La clé réside moins dans la prédiction que dans la posture adoptée. Si l'incident a montré une chose, c'est que la réaction compte autant que l'événement lui-même. Penser en termes de scénario permet d'éviter les décisions impulsives et de garder une lecture stratégique du temps long. La suite du récit s'intéresse précisément à ce que ces trajectoires impliquent pour les publics directement concernés. À ce stade, l'événement cesse d'être abstrait. Il se traduit par des effets concrets pour des publics distincts, chacun exposé à des risques et à des attentes spécifiques. Pour les citoyens ordinaires d'abord, la priorité est la sécurité quotidienne. La mort de civils a rendu tangible une menace souvent perçue comme lointaine. Les discussions portent moins sur la géopolitique que sur la protection des trajets, des marchés, des convois ordinaires. Cette préoccupation ancre le débat dans la vie réelle. Pour les fonctionnaires et agents publics, l'incident soulève une autre question, la continuité de l'État. La capacité à fonctionner sous pression, à communiquer sans panique et à maintenir des services essentiels devient un indicateur de crédibilité. La gestion du temps et de l'information est observée de près, car elle conditionne la confiance interne. Dans ce registre, la posture adoptée par les autorités sert de référence, y compris pour des administrations voisines confrontées à des défis comparables. Les acteurs économiques, eux, raisonnent en termes de visibilité et de prévisibilité. Investir, produire ou commercer suppose une lecture claire du risque. L'épisode introduit une incertitude supplémentaire, mais il montre aussi que l'instabilité n'entraîne pas mécaniquement l'effondrement. Les décisions se font plus prudentes sans se figer totalement. Cette nuance est essentielle pour éviter une spirale de retrait. Enfin, pour les observateurs régionaux et internationaux, l'événement agit comme un test. Il révèle la capacité d'un pays à absorber un choc, à structurer un récit cohérent et à préserver une marge de manœuvre. Autour d'Ibrahim Traoré, ses regards extérieurs se croisent, parfois critiques, parfois attentifs, toujours évaluateurs. Ces perceptions multiples façonnent l'étape suivante. Elles conditionnent ce qui peut être fait, avec qui et à quel rythme. À partir des faits établis, une feuille de route pragmatique se dessine, structurée en étapes lisibles plutôt qu'en déclarations de principe. La première consiste à consolider la chaîne de détection et d'alerte. Il s'agit d'identifier clairement qui collecte l'information, qui décide et dans quel délai. Cette clarification réduit les zones grises et transforme une réaction ponctuelle en procédure durable, mesurable dans le temps. La deuxième étape porte sur la transparence maîtrisée. Publier des éléments vérifiables sans tout exposer permet de cadrer le débat international tout en protégeant les capacités sensibles.
Cette approche, déjà amorcée, renforce la crédibilité de la parole officielle. Autour d'Ibrahim Traoré, elle devient un outil politique à part entière, car elle déplace la discussion du soupçon vers la cohérence des faits. Troisièmement, la coopération régionale doit être opérationnalisée. Au-delà des déclarations de solidarité, des mécanismes concrets peuvent être mis en place. Partage de données aériennes, exercices conjoints, protocoles communs de gestion de crise, chaque action est évaluable, ce qui limite les effets d'annonce sans suivi. La quatrième étape concerne la protection des civils. Intégrer systématiquement cet objectif dans les décisions sécuritaires permet de lier souveraineté et responsabilité. Les indicateurs sont simples: réduction des incidents, rapidité de prise en charge, communication locale claire. Enfin, un calendrier est indispensable. Fixer des jalons à court et moyen terme évite l'essoufflement. Qui fait quoi, quand et selon quels critères d'évaluation? Cette logique transforme une crise en processus. Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de pression extérieure. Elle offre en revanche un cadre pour y répondre sans improvisation. C'est précisément cette capacité d'organisation qui déterminera la suite. L'image qui revient, presque malgré elle, est celle d'un trajet ordinaire brusquement interrompu. Un convoi, une route, un camion civil. Ce motif, déjà apparu plus tôt, résume la portée humaine de l'événement. Ce qui devait rester invisible a touché des vies qui n'étaient pas censées être exposées. C'est là que le récit dépasse les calculs stratégiques. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un symbole abstrait que comme un point de bascule. Sa réaction, volontairement sobre, a évité que l'émotion ne se transforme en escalade. Elle a maintenu le fil entre responsabilité politique et réalité vécue. Cette cohérence explique pourquoi l'épisode continue de résonner, même après la dissipation du choc initial. Le rappel de ce motif sert une fonction précise. Il empêche la normalisation de l'incident, tant que la mémoire des civils touchés reste présente. La discussion ne peut se réduire à des équilibres de puissance. Elle reste ancrée dans une exigence minimale: protéger ceux qui ne sont ni décideurs ni combattants. À ce stade, une phrase s'impose comme synthèse. Et l'idée est simple: la souveraineté se mesure à la protection des vies. Cette idée, simple mais lourde de sens, referme la boucle ouverte au début du récit. Elle prépare une dernière étape, plus ouverte, tournée vers l'échange et la réflexion collective. La séquence que le Burkina Faso vient de traverser dépasse un cadre national. Elle touche à des symboles partagés, le droit à la sécurité, la maîtrise de l'information et la capacité des sociétés à débattre sans se laisser enfermer dans des récits imposés. À travers cet épisode, chacun peut lire autre chose selon sa position, son histoire ou ses attentes. Pour certains, il s'agit avant tout d'un avertissement stratégique. Pour d'autres, d'un rappel brutal des coûts humains liés aux décisions militaires. D'autres encore y voient une opportunité de repenser les règles du jeu, non dans une logique d'affrontement, mais de responsabilité collective. La manière dont Ibrahim Traoré a choisi d'exposer les faits plutôt que de les enfouir alimente précisément ce type de discussion. L'enjeu n'est pas d'imposer une conclusion unique, mais d'ouvrir un espace de réflexion. Comment concilier sécurité, souveraineté et protection des civils dans un monde où la technologie rend l'action à distance de plus en plus facile? Et surtout, qui doit rendre des comptes lorsque les lignes sont franchies? La conversation reste ouverte, à chacun désormais d'y prendre part.